Vous savez, lorsque je réalisais des exercices de tests d'intrusion ou d'audit dans mes boîtes, le truc le plus dingue qui permettait à coup sûr d'obtenir un accès, c'est un mot. Allez, un seul mot, voire deux mots. Codé en dur dans un fichier de configuration. Pas de faille complexe, pas de chaîne d'exploitation sophistiquée, juste un identifiant, admin, écrit dans un fichier texte. C'est ce qui s'est passé ici, livré avec des produits. Et pendant au moins 18 mois, un groupe d'attaquants soupçonnés d'être liés aux intérêts chinois, encore une fois, c'est le soupçon, s'en est servi pour entrer, s'installer et pivoter dans des environnements d'entreprise sans que personne ne les voie. Ouais. Ici, via l'article de Mandiant et de Google Threat Intel, on parlera de la CVE 2026-22-769, un 0D chez Dell de score CVSS 10, la note maximale est donc exploitée depuis mi-2024. La cible, ce n'est pas un PC Dell, ce n'est pas un laptop, c'est le Recovery Point for Virtual Machine, un produit d'infrastructure qui gère la sauvegarde et la reprise après sinistre pour les environnements VMware. Pourquoi VMware? Parce que VMware appartenait à Dell EMC avant son rachat par Broadcom. Ce type de produit vit dans des zones réseau sensibles. Il accède aux machines virtuelles, aux consoles d'administration, aux flux de réplication et aussi, c'est le type d'appliance sur laquelle on installe rarement des EDR classiques parce que ce n'est ni un poste de travail ni un serveur standard. Elle tombe dans un angle mort de la supervision. Et c'est précisément ce qui la rend attractive pour un attaquant patient. Le 17 février, donc, Dell a publié la DSA 079 sur une problématique de crédential codé en dur sur le recovery point. Donc, on a un crédential codé en dur sur Tomcat Manager de l'appliance. En pratique, cela donne quoi? En pratique, nous avons un fichier de configuration qui s'appelle le Tomcat User XML contenant un identifiant, admin, un mot de passe par défaut et quiconque connaît ce mot de passe peut s'authentifier sur l'interface Tomcat Manager, uploader un fichier .rar malveillant et exécuter des commandes en tant que root sur l'appliance. Pas besoin d'être déjà authentifié sur le réseau cible, pas besoin d'exploiter un buffer overflow. Le secret est là dans le code identique sur chaque instance du produit. Score CVSS de 10 donc égale accès à distance, pas de prérequis d'authentification, impact total sur la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Dell précise dans son avis avoir reçu de Google et de Mandiant un signalement d'exploitation active mais qualifie cela de limité. Néanmoins, il est dit que Mandiant connaît au moins une douzaine d'organisations impactées mais ajoute que l'ampleur réelle reste inconnue. L'exploitation est attribuée par Mandiant et par Google Threat Intel à un groupe qu'ils suivent sous le nom de UNC 6201. Néanmoins, décrit comme RPC Nexus, un acteur dont les opérations, les outils et les cibles convergent vers des intérêts alignés sur la Chine. Il faut comprendre ce que signifie le type d'étiquette, la UNC 6201. Ce n'est pas un nom de groupe, c'est un identifiant de suivi. Il regroupe un ensemble d'observations cohérentes, infrastructure, malware, mode opératoire, victime. Les chercheurs notent des convergences, des chevauchements avec UNC 5221, un autre groupe lié à l'exploitation de failles, typiquement chez Ivanti, est connu publiquement sous le nom de Silk Typhoon, mais il ne les considère pas comme identiques. C'est important de savoir qu'en Threat Intel, des liens supposés entre groupes sont fréquents, mais le mot supposé est crucial, car ça ne veut pas dire même équipe. Ça peut indiquer un fournisseur d'outils partagés, une infrastructure mutualisée, des attaquants, je parle de personnes, d'employés, qui changent d'affectation. CrowdStrike, de son côté, suit un groupe opérant avec le même malware sous le nom de Warp Panda. Les liens exacts entre ces différentes étiquettes ne sont pas publiquement tranchés. La chaîne de compromission, étape par étape, cela donne quoi? Si on retourne dans la CVE, donc nous avons l'attaquant qui envoie une requête web vers l'interface de Tomcat administrateur, de Tomcat Manager en utilisant le compte admin. Pour certains, le mot de passe est encodé en dur. Il upload un fichier WAR malveillant via l'endpoint manager text deploy. Ici, ce fichier contient un web shell baptisé Slay Style par Mandiant. Une porte d'entrée qui permet d'exécuter des commandes à distance sur l'appliance. Une fois l'accès obtenu, l'attaquant déploie la backdoor Brick Storm
Brixstorm. Ce malware n'est pas nouveau, il a été documenté pour la première fois par Mandiant et Nvisio au printemps 2024, initialement dans des environnements Ivanti. La CISA et la NSA et le Centre canadien de cybersécurité avaient publié en décembre 2025 un rapport conjoint détaillant ce fonctionnement. Si on va sur le rapport de la CISA, on descend un peu, on voit que en 2024, un acteur malveillant avait été détecté sur Ivanti via un web shell avant de déposer sur VMware vCenter Brixstorm. Néanmoins, on ne sait toujours pas comment le web shell a été déployé de manière initiale. Si on revient sur notre article, Brixstorm a été développé en Go au départ, puis a eu une variante en Rust qui est observée, mais en septembre 2025, Mandiant a constaté le remplacement des anciens binaires par un nouveau implant nommé Grimbolt. Si on revient sur Grimbolt, Grimbolt est écrit en C#, compilé avec native AOT, c'est-à-dire un code machine natif sans passer par la compilation classique .NET et compressé avec UPX. Cette combinaison rend l'analyse statique plus difficile car supprime les métadonnées intermédiaires habituelles du C# et améliore les performances sur des appliances aux ressources limitées. Mandiant note que Grimbolt se font mieux parmi les fichiers natifs du système de l'hôte. Ensuite, l'attaquant modifie le script covert host sh de l'appliance pour y injecter un chemin vers la backdoor. Ce script est exécuté automatiquement au démarrage via rc.local. Résultat, à chaque reboot, l'implant se relance sans interruption. L'attaquant ensuite reste pas cautionné sur l'appliance de Dell. Il pivote sur l'infrastructure virtuelle des VMware, les serveurs ESX, en créant des interfaces réseau temporaires sur des marchés virtuels existants. Mandiant les appelle des ghost NIC, c'est-à-dire des NIC fantômes, des ports réseau éphémères invisibles dans les inventaires standards qui servent à se déployer vers d'autres environnements d'une organisation ciblée. Ensuite, sur les vCenter compromis, Mandiant a retrouvé des commandes iptable exécutées via le web shell Slaystyle. Ces règles mettent en place un système de Single Packet Authorization. Le service de contrôle est invisible par défaut. Il ne s'ouvre que si un paquet spécifique contenant une chaîne hexadécimale précise arrive au port 443. L'IP source est alors ajouté à une liste autorisée et le trafic le redirige vers le port 10.443 pendant 5 minutes. Passé ce délai, la porte se referme. C'est un mécanisme de port knocking avancé. Donc le port knocking souvent utilisé en SSH, ce qui consiste en quoi? Cela consiste à envoyer une séquence sur différents ports pour ouvrir le port voulu via iptable. En installant donc knock.d, en modifiant un fichier de configuration qui permet de envoyer une séquence et pendant 10 secondes, le port est ouvert et on peut se connecter. Et à la fin, on relance une autre séquence pour fermer le port. Sur la machine client, on installe donc l'applicatif knock.d, on lance la commande avec le serveur, l'IP et la séquence et le temps décrit, donc le timestamp là. Ensuite, ça envoie les hits en suivant le temps et ça ouvre le port pour pouvoir se connecter. Une fois qu'on a fait notre boulot sur SSH, sur la machine, on envoie la séquence inverse pour fermer le port. C'est en cela qu'est ce port knocking avancé. Ce cas illustre une tendance depuis 2 ans. Les postes de travail ne sont plus des cibles prioritaires. Les attaquants ciblent des infrastructures, des appliances, des plateformes de virtualisation, des systèmes de sauvegarde, des couches où la supervision est peut-être plus faible, où les outils de détection classiques ne sont pas forcément déployés et où un accès peut durer des mois, voire des années. Le fait que la faille soit une erreur de développement basique rend le tout d'autant plus frappant. On n'est pas face à une prouesse technique d'exploitation, on est face à un attaquant qui a trouvé une porte non verrouillée et qui a pris le temps de s'y installer durablement. Si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous, likez, commentez et comme j'ai toujours, la cybersécurité est moins cher que gratuit. Ciao!